Vous n'avez jamais trouvé étrange le fait que nous considérions les taxis et les Uber comme quelque chose de tout à fait acceptable? Vous montez dans une voiture avec un parfait inconnu et c'est censé être ok parce qu'il y a un petit panneau sur la vitre? Bon, peut-être que je suis juste parano à force de regarder trop de films d'horreur, mais pour Anne et son ex-petit ami Patrick, cette course en taxi est sur le point de se transformer en véritable cauchemar, parce qu'il se trouve que leur chauffeur est possédé par un fantôme en colère. Et ce gars ne reculera devant rien pour donner à cet esprit exactement ce qu'il veut. Et je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le chauffeur de taxi hanté dans Black Cab. Bon, les pires craintes de cette femme sont sur le point de devenir réalité. Tard dans la nuit, quelque part dans la campagne anglaise, une jeune femme nommée Anne se réveille et se retrouve assise dans un taxi noir emblématique. Étrangement, elle semble être enceinte de plusieurs mois, et quand elle regarde devant elle, elle aperçoit le fantôme d'une autre femme qui est agenouillée sur le bord de la route. Tout à coup, l'esprit apparaît dans la vitre juste à côté d'elle, ce qui la réveille en sursaut et lui fait ouvrir les yeux, pour se rendre compte que tout ça n'était qu'un rêve. En regardant autour d'elle, elle aperçoit une silhouette sombre derrière la porte vitrée. Mais alors qu'elle s'apprête à aller voir, elle est surprise par un appel de son ex-petit ami Patrick. Il lui dit qu'il essaie de l'appeler depuis des heures. Et à bout de nerfs, elle lui explique qu'elle s'est endormie, convenant de retrouver leurs amis pour dîner plus tard dans la soirée. Il semble avoir une grande nouvelle à leur annoncer cependant. Et bien qu'Anne dise qu'elle n'est vraiment pas prête pour cette nouvelle, elle accepte finalement qu'il passe la nuit chez elle juste pour qu'il raccroche le téléphone. Elle va vers le miroir, prend sa bague de fiançailles et songe à la porter. Mais elle se ravise et la repose sur le meuble, sans se douter qu'un fantôme est véritablement en train de scruter silencieusement chacun de ses mouvements. Ok, Anne est clairement au bord de la rupture, et céder aux exigences de son ex au lieu de résister ne fera qu'empirer les choses. En psychologie moderne, il est largement reconnu que les rêves sont comme un reflet abstrait des pensées et des préoccupations que nous avons lorsque nous sommes éveillés. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la continuité du rêve, qui dit en substance que le contenu de vos rêves tend à révéler des choses que vous avez refoulées dans la vie réelle. Si nous appliquons ça au rêve d'Anne, ça nous en dit long sur son état mental actuel. Le fait de se réveiller sur la banquette arrière d'un taxi sans voir le chauffeur nous montre qu'elle a l'impression de perdre le contrôle de sa vie, comme si elle se contentait de suivre le rythme avec quelqu'un d'autre au volant. L'autoroute sombre et pluvieuse indique qu'elle se sent perdue et incertaine, et qu'elle est en proie à un brouillard mental et à la dépression. Et puis, il y a sa grossesse, qui pourrait être le signe qu'elle porte un fardeau secret, comme le fait de savoir qu'un changement majeur va survenir dans sa vie et qu'elle ne s'y sent pas préparée. Enfin, le fantôme pourrait être considéré comme le reflet d'elle-même, et elle est littéralement prête à tout, comme dans la vie réelle, pour satisfaire son ex-petit ami agaçant. Tout ça nous indique qu'elle est complètement déprimée, complètement épuisée, et qu'elle utilise des mécanismes d'évitement pour survivre en faisant une sieste après l'autre. À ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne craque complètement. Donc, à moins qu'elle veuille que ce dîner se termine dans un bain de sang, elle va devoir commencer à se donner la priorité. Si je devais jouer le rôle du thérapeute totalement incompétent d'Annie, je lui suggérerais comme première étape d'arrêter de prétendre que tout va bien et de prêter attention à ce que ses rêves essaient de lui dire. Ensuite, il serait temps d'appeler Patrick et de lui dire que le dîner est annulé. Parce que si elle ne met pas rapidement un terme à cette relation, il continuera à la détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et enfin, dernier point mais non des moindres, il faut qu'elle consulte une vraie thérapeute et qu'elle se fasse aider par une professionnelle. Parce que moi je ne suis qu'une fille qui fait des vidéos sur les films d'horreur sur YouTube. Cela dit, plusieurs signes indiquent déjà que ce fantôme n'est pas seulement le fruit de son imagination. Et ses pires cauchemars sont probablement sur le point de devenir réalité. Au restaurant, Patrick leur raconte l'histoire d'un ami qui a vécu une expérience terrifiante il y a quelques années. Selon cette histoire, sa sœur travaillait tard lorsqu'elle a remarqué qu'une voiture suspecte la suivait jusqu'à chez elle. Elle n'arrivait pas à semer cette voiture, quoi qu'elle fasse, et l'autre conducteur devenait de plus en plus agressif, jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer et appeler son frère qui lui a dit de venir chez lui à la place. Quand elle est arrivée, l'autre voiture était toujours derrière elle. Mais lorsque le conducteur est sorti, il a commencé à insister sur le fait qu'il y avait un homme sur la banquette arrière. Le plus effrayant, c'est qu'ils disaient vrai. Lorsqu'ils ont ouvert la porte arrière, ils ont découvert un homme caché à l'intérieur, armé d'un couteau. À ce moment-là, le serveur fait tomber un plateau, ce qui fait sursauter tout le monde. C'est alors que Patrick décide qu'il est temps de partager la grande nouvelle. Anne essaie de l'en empêcher, mais il l'ignore, et il annonce qu'ils vont se marier.
Choquée, son amie Jessica se sent insultée qu'Anne ne le lui ait pas dit en premier. Mais elle se lève et se précipite vers les toilettes sans expliquer pourquoi. Elle la poursuit et la trouve cachée dans une des cabines. Elle lui demande si elle et Patrick se sont vraiment réconciliés. Elle doute que leur relation puisse être arrangée après qu'elle l'ait surpris en train de la tromper. Et il semble qu'elle ait besoin de se libérer d'un poids. Mais la jeune femme part sans laisser à son amie le temps de lui parler. Elle attrape ses affaires, sort et fait signe au premier taxi qu'elle voit. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Alors que le taxi tourne au coin de la rue, elle aperçoit brièvement une femme pâle sur la banquette arrière. Mais cette vision disparaît à nouveau un instant plus tard. Son ami lui propose de l'accompagner. Mais la jeune fille répond qu'elle veut être seule, expliquant qu'elle sent que des ennuis se profilent à l'horizon. C'est alors que les garçons les suivent dehors, et elle essaie de dire à Patrick qu'elle va partir sans lui. Mais il refuse d'accepter une réponse négative. Il la pousse dans le taxi et lui claque la porte au nez. Nerveuse, elle essaie de rouvrir la porte, mais se rend compte qu'elle est verrouillée. Et Patrick monte à bord quelques instants plus tard sans écouter un mot de ce qu'elle lui dit. Avant leur départ, Jessica frappe à la vitre. Mais le verre est si foncé qu'elle ne peut rien voir à l'intérieur. Le chauffeur leur fait un signe de la main et démarre avec leurs amis à l'arrière. Et ils ne se doutent pas un instant qu'ils viennent de monter dans la voiture d'un véritable psychopathe. Ok, Anne aurait vraiment dû se fier à son instinct, parce que ça pourrait bien être la dernière fois qu'elle prend un taxi. Mais clarifions d'abord un point. Si vous voyez cette voiture s'arrêter dans une rue ordinaire aux États-Unis, vous pourriez penser que votre chauffeur Uber vient de cambrioler la famille Adams. Mais au Royaume-Uni où il se trouve, elles sont aussi courantes que les taxis jaunes dans n'importe quelle ville américaine. Donc, pour Anne, rien dans ce trajet n'aurait dû l'inquiéter à première vue. Mais voici pourquoi c'est si terrifiant. Si elle avait regardé d'un peu plus près avant de monter, elle aurait peut-être remarqué les vitres arrière fortement teintées, ce qui aurait constitué son premier avertissement que quelque chose n'allait pas du tout. La plupart des taxis noirs ont des vitres légèrement teintées, mais la loi interdit qu'elles soient trop foncées pour assurer la sécurité des passagers. Une fois montés dans le taxi, c'est là que les choses sont devenues vraiment suspectes. Il n'est pas rare que ces taxis soient équipés d'un système de verrouillage centralisé contrôlé par le chauffeur. Mais les serrures devraient normalement rester déverrouillées, enfin jusqu'à ce que le véhicule soit en mouvement. De cette façon, les passagers peuvent monter et descendre librement. En fait, il n'y avait absolument aucune raison de ne pas pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur alors que le taxi était à l'arrêt. Et après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas sortir, Anne aurait immédiatement dû passer en mode survie. Au Royaume-Uni, ces taxis sont tellement courants que des prédateurs se font parfois passer pour des chauffeurs de taxi dans le but d'enlever des personnes vulnérables. Donc, dans ce contexte, Anne aurait dû être particulièrement vigilante et guetter tout signe indiquant que le chauffeur n'était pas aussi sympathique qu'il en avait l'air, surtout après qu'il les ait enfermés dans le taxi. Si c'était moi, la première chose que je ferais serait de sortir discrètement mon téléphone et d'envoyer un SMS à Jessica en lui donnant autant d'informations que possible sur le taxi et en lui demandant d'envoyer de l'aide si elle n'avait pas de nouvelles de moi dans l'heure qui suivait. J'aurais également ouvert une application cartographique pour m'assurer que nous allions toujours dans la bonne direction. Et j'aurais même commencé à enregistrer un mémo vocal au cas où la situation dégénérerait de manière inattendue. Maintenant, étant donné qu'ils n'ont pas encore déterminé s'ils représentent réellement une menace, la meilleure chose qu'Anne puisse faire est d'observer discrètement chacun des gestes du chauffeur et d'essayer d'engager une conversation amicale avec lui pour voir comment il réagit. Mais à la minute où elle sentira qu'il prépare quelque chose, elle devra lui demander avec fermeté de se ranger sur le côté et de les laisser descendre. Et s'il refuse, elle devra immédiatement appeler la police et se préparer à se défendre en équipe jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque l'homme leur demande où ils vont, Patrick lui répond de continuer à rouler afin qu'ils puissent discuter tous les deux. Il est frustré qu'Annie la traite injustement, mais elle n'est toujours pas convaincue qu'il mérite une seconde chance. C'est alors que le chauffeur intervient, proposant de laisser Patrick descendre et de la ramener chez elle à la place. Mais après réflexion, elle décide de ne pas aller aussi loin. Étrangement, le chauffeur semble la reconnaître d'un autre trajet, mais Anne fait comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il se présente, dit qu'il s'appelle Yann et demande s'ils sont mariés. Lorsqu'il apprend qu'ils sont fiancés, il dit à Anne qu'elle doit fuir tant qu'elle en a encore la possibilité. Et c'est alors qu'il se souvient où ils se sont déjà rencontrés. Il s'avère qu'il l'a prise en charge à la maternité de l'hôpital il y a quelque temps. Et Patrick est absolument choqué d'apprendre qu'elle est enceinte. Il est furieux qu'elle ne le lui ait pas dit plus tôt, mais le chauffeur commence à le critiquer pour ne pas avoir pris ses responsabilités. Même si ça ne le regarde pas, Yann ne cache pas ce qu'il pense vraiment.
Et tout à coup, il fait un virage brusque dans une ruelle isolée, prétextant qu'il doit passer un coup de fil. Il se gare, sort de la voiture pour téléphoner et laisse les deux passagers seuls sur la banquette arrière. Dès qu'il est parti, Patrick commence à rejeter toute la responsabilité sur sa petite amie. Et frustrée, Anne décide qu'elle préfère rentrer à pied. Mais lorsqu'elle essaie d'ouvrir la porte, elle constate avec agacement qu'elle est toujours verrouillée. Lorsque le chauffeur revient, il mentionne que son fils ne se sent pas bien, ignorant complètement Anne lorsqu'elle lui demande de déverrouiller les portes. Furieux, Patrick lui demande de les ramener chez eux, et le chauffeur se souvient immédiatement de son adresse. Mais curieusement, il dit qu'il doit d'abord aller chercher sa carte dans le coffre. Sentant que quelque chose ne va pas, Anne essaie à nouveau d'ouvrir les portes, mais elle reste bloquée, et c'est là que commence son pire cauchemar. Ouvrant la porte de Patrick, le chauffeur sort un taser et lui envoie une décharge électrique en plein dans la poitrine, le mettant KO. Terrifiée, Anne appelle à l'aide, mais il lui ordonne de se taire. Sinon, Patrick mourra, ne lui laissant d'autre choix que de se plier à ses exigences. Il attrape les poignets de Patrick et l'attache à une des poignées avant de s'occuper de la jeune femme. Anne cherche son sac et tente d'attraper son téléphone, mais il l'intercepte avant qu'elle ne le trouve, et il lui attache les mains derrière le dos. Après l'avoir attaché, il prend les téléphones et les électrocute tous les deux avec son taser, la laissant sans moyen d'appeler des secours. Puis il reprend le volant et il repart sur la route avec le couple terrifié toujours piégé sur la banquette arrière. Ok, tu parles d'un rebondissement. Tout d'abord, il faut dire que ces deux-là auraient vu le danger venir de loin s'ils n'avaient pas été si occupés à se disputer. Anne a pris la bonne décision en décidant de partir quand elle l'a fait, mais dès qu'elle s'est rendue compte que les portes étaient toujours verrouillées, son instinct de survie aurait dû se réveiller. Même si le chauffeur utilisait le verrouillage centralisé pendant qu'il conduisait, le système de sécurité standard prévoit que les portes se déverrouillent dès qu'il arrête la voiture. La seule raison pour laquelle ça ne s'est pas produit serait donc qu'il a délibérément essayé de les piéger à l'intérieur. Aussi terrifiant que ça puisse être, s'en sortir n'est peut-être pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Mais je commencerai par la situation la plus simple et je vérifierai si on peut encore baisser les vitres. Mais en supposant que ça ne fonctionne pas, ils ont encore quelques options, parce que le chauffeur a commis une erreur cruciale. En sortant, il a laissé la cloison centrale entre les sièges avant et arrière complètement ouverte. Donc, si Patrick a les bras assez longs pour atteindre le bouton, ou s'il trouve un outil pour l'aider, ils pourraient passer par l'ouverture et essayer d'appuyer eux-mêmes sur le bouton de verrouillage central, qui se trouve généralement près du volant ou de la console centrale. Le problème, c'est que ces deux-là n'ont absolument pas compris qu'ils étaient en danger jusqu'au moment où Patrick a été électrisé. Mais au lieu d'abandonner, c'est à ce moment-là qu'Anne aurait dû commencer à se battre encore plus fort. Un des principes de survie les plus importants dans les cas d'enlèvement est de ne jamais laisser le ravisseur vous emmener vers un deuxième endroit. Selon les statistiques du FBI, vous avez en fait entre 60 et 90% de chances de survie si vous résistez physiquement lors de l'enlèvement initial. Mais une fois que vous êtes emmené vers le deuxième lieu, vos chances tombent à moins de 20%. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'une chance sur 5 pour que vous vous en sortiez vivant. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, après l'avoir vu attacher Patrick avec des liens en plastique et sachant qu'il s'apprêtait à lui faire la même chose à elle, Anne a disposé de quelques secondes pour préparer sa fuite. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un seul geste ravageur qui l'étourdirait suffisamment pour lui permettre de s'échapper. Et nous avons en fait plusieurs possibilités à ce niveau. Une idée serait de prendre un flacon de gel antibactérien ou de parfum dans son sac à main et de le lui vaporiser directement dans les yeux dès qu'il ouvrira la porte, afin de l'aveugler temporairement. Elle pourrait également utiliser un stylo, ses clés ou même ses mains nues pour viser directement sa gorge, parce qu'un bon mouvement de karaté sur la trachée peut avoir beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez. Sinon, elle pourrait toujours utiliser la porte elle-même comme arme en la claquant sur ses bras et sa tête lorsqu'il essaiera d'entrer. Si elle avait réussi à créer une ouverture suffisante pour s'enfuir, elle aurait pu échapper à cet enlèvement avant même qu'il ne commence. Mais maintenant, elle ne peut rien faire d'autre qu'espérer qu'ils aient une autre chance. Au lieu de les conduire en banlieue, le taxi fait demi-tour et s'enfonce encore plus profondément dans la campagne. Inquiète, Anne demande au chauffeur s'il peut emmener son petit ami à l'hôpital, mais celui-ci insiste sur le fait que le choc n'était pas assez violent pour le tuer. Effectivement, Patrick se réveille quelques instants plus tard, et il commence à crier pour qu'on les laisse sortir. Mais le chauffeur ne semble pas le prendre au sérieux. Paniqués, ils commencent tous les deux à lui donner des coups de pied dans le dos, mais il menace de quitter la route s'il n'arrête pas, ce qui les effraie tellement qu'ils décident de l'écouter. Une fois calmé, l'homme s'excuse d'avoir perdu son sang-froid, expliquant que son père agissait de la même manière quand il était enfant. C'est alors qu'Anne remarque une autre voiture qui passe, et elle se met à crier à la fenêtre pour attirer leur attention.
Mais le chauffeur explique que les vitres sont trop teintées pour que quiconque puisse voir à l'intérieur. Perplexe, elle rétorque qu'elle a vu une femme sur la banquette arrière lorsqu'il s'est arrêté devant le restaurant. Et étrangement, l'attitude de l'homme change complètement dès qu'elle en parle. Mais Anne s'en rend compte. Alors, il décide d'arrêter d'en parler. Pendant qu'ils attendent de voir ce qui va se passer, Patrick se met à pleurer en se plaignant d'une douleur aiguë dans la poitrine. Anne essaie de le calmer, mais la douleur est trop forte pour lui et il dit qu'ils auraient dû commander à emporter, avant de perdre totalement connaissance. Le chauffeur trouve cette réplique hilarante, et il est clair qu'il n'éprouve aucune compassion pour l'état de l'homme. Mais quand Anne essaie de lui demander pourquoi il les a kidnappés, il répond simplement qu'elle comprendra le moment venu. Bien qu'il refuse toujours de les laisser partir, le chauffeur rassure Anne en lui disant qu'il va prendre soin d'elle et du bébé, lui rappelant qu'il est lui-même un bon père de famille. Elle tente de se mettre dans ses bonnes grâces en lui disant qu'il a une très belle femme, en voyant une photo de sa famille sur le tableau de bord, mais il prend ça immédiatement comme une insulte, comme si elle le traitait de laideron comparativement. Yann change de sujet et lui demande si elle sait ce que c'est que d'aimer quelqu'un au point de tout faire pour cette personne. Elle répond qu'elle aimerait connaître ça un jour, mais il la met en garde en lui disant que ça n'en vaut pas la peine, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup trop à perdre ensuite. Il est clair que la famille de cet homme compte énormément pour lui. Anne essaie donc de le faire parler de son fils. Mais l'homme se contente de rire de sa tentative évidente de le déstabiliser, affirmant qu'il est déjà trop tard pour empêcher ce qui est sur le point de se produire. Ok, ça sent pas bon. Ce type est manifestement complètement dérangé. Et avec leurs mains attachées, alors qu'ils contrôlent totalement la voiture, leurs options pour se sortir de cette situation sont plutôt limitées. À première vue, les seules stratégies viables semblent être de s'en prendre au chauffeur lui-même ou d'essayer de faire signe à une voiture qui passe. Et ils ont déjà essayé ces deux options. Mais s'ils avaient combiné ces deux tactiques et les avaient utilisées au bon moment, ils auraient pu maximiser leurs chances d'être remarqués. Réfléchissez-y de cette façon. Comme les vitres sont trop foncées pour voir à l'intérieur, il est inutile d'essayer d'attirer l'attention de quelqu'un à travers la vitre. Et comme Yann menace de les tuer s'il continue à donner des coups de pied dans son siège, le faire au mauvais moment ne ferait qu'aggraver la situation. C'est pourquoi la meilleure stratégie serait d'attendre que l'autre voiture commence à le dépasser pour lui donner de violents coups de pied. S'il le faisait dévier de sa trajectoire, l'autre voiture le remarquerait certainement et pourrait même appeler la police pour signaler un conducteur ivre. L'idéal aurait été que les deux voitures aient un accident mineur, parce que ça aurait immédiatement fait intervenir la police et complètement bouleversé les plans de Yann. Mais cela dit, même sans voiture qui double, ça aurait peut-être valu la peine de provoquer un accident. Yann les a convaincus de s'arrêter en leur disant qu'ils mourraient tous dans un accident. Mais ce n'est pas forcément vrai. En effet, dans une collision frontale à grande vitesse sur l'autoroute, le chauffeur a 2 à 3 fois plus de chances de subir des blessures mortelles que les passagers arrière. Et même s'ils devaient faire un tonneau, leur position dans le véhicule leur donnerait de bien meilleures chances de survivre à l'accident. On peut supposer sans risque qu'il ne les laissera pas partir de toute façon après tout ce qu'il a déjà fait, et qu'une fois arrivés à destination, leurs chances de survie seront quasi nulles. Il vaut donc mieux risquer l'accident maintenant que d'attendre une meilleure occasion qui pourrait ne jamais se présenter. Mais si elle ne peut pas s'échapper, la meilleure chose à faire est de se mettre dans ses bonnes grâces, et c'est exactement ce qu'elle a essayé de faire. Les négociateurs en cas de prise d'otage appellent ça l'empathie tactique, qui active les neurones miroirs des ravisseurs afin de les manipuler à un niveau subconscient. Du coup, si elle se montre calme et compréhensive, il baissera naturellement sa garde, et elle n'aura besoin que d'une seule occasion pour lui échapper. Mais le problème, c'est qu'elle n'a essayé de le faire que lorsqu'il était déjà trop tard. Après avoir roulé un moment, s'éloignant encore davantage de la périphérie de la ville, l'homme met finalement son clignotant et s'engage sur un chemin de terre chaotique. Sans dire un mot, il sort et ouvre la portière d'Anne, mais à sa grande surprise, il détache sa ceinture de sécurité et la laisse sortir. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il va faire ensuite. Mais c'est à ce moment-là qu'il sort une bouteille d'eau et lui en offre une gorgée, l'aidant à boire comme s'il nourrissait un bébé. Elle en a assez après quelques gorgées, mais tout à coup, il lui attrape la tête et commence à lui verser toute la bouteille dans le gosier, la forçant à boire jusqu'à ce qu'elle s'étouffe presque. Se dirigeant vers Patrick, il verse les dernières gouttes sur son visage juste pour le contrarier, avant de dire qu'il est temps de reprendre la route. Mais réfléchissant rapidement, Anne dit qu'elle a besoin de faire pipi, espérant gagner un peu de temps. Agacé, il sort un cutter et l'utilise pour couper ses attaches en plastique, laissant un bras libre tandis qu'il attache l'autre à la poignée.
Il va chercher un pot dans le coffre et lui dit de s'en servir avant de partir passer un autre coup de fil hors de portée de voix. Pendant qu'il est distrait, Anne enlève rapidement ses sous-vêtements et en place sous la voiture dans l'espoir de laisser au moins quelques preuves. Elle commence à regarder autour d'elle pour voir si quelqu'un se trouve à proximité. Mais quand elle se regarde dans le rétroviseur, elle est horrifiée de voir le fantôme d'une jeune femme la fixer du regard. Quand il l'entend crier, Yann court pour la calmer. Mais lorsqu'il arrive, le fantôme a déjà disparu. Elle essaie de le convaincre qu'elle ne s'enfuira pas, mais il lui remet les attaches en plastique au poignet et la pousse à l'intérieur de la voiture. C'est alors qu'il remarque le sous-vêtement qui gît sur le sol. Frustré, il le ramasse et la met en garde de ne plus faire de sales coups. Sinon, c'est Patrick ici présent qui en paiera le prix. Sur ce, il remonte dans le taxi et démarre. Peu après, Anne trouve enfin le courage de lui demander où il les emmène. Mais la réponse n'est pas très rassurante. Il lui dit qu'ils vont chez lui à Maple Hill. Et c'est là qu'elle apprend l'étrange histoire de cette route. Selon le chauffeur, la légende raconte qu'une jeune femme et son enfant ont été victimes d'un tragique accident il y a de nombreuses années, et que le fantôme de la femme hante toujours la route à la recherche de sa fille disparue. Tout à coup, Anne aperçoit le fantôme à la fenêtre, mais quand elle se retourne, l'esprit a disparu, la laissant encore plus terrifiée et troublée qu'auparavant. Ok, Anne vient de rater une autre occasion en or de s'échapper. On dirait qu'elle a trop peur d'essayer quoi que ce soit, de crainte que le chauffeur ne lui fasse du mal à elle ou à Patrick. Mais c'est une grave erreur de penser de cette façon. Premièrement, il va forcément lui faire du mal, à elle et à Patrick. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi dans les scénarios d'enlèvement réels, la règle numéro 1 est de ne jamais attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Si Anne a la moindre chance de s'échapper, elle doit la saisir. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas l'intention de la laisser vivre de toute façon. Mais il y a en fait un autre aspect qui met Yann dans une position difficile. D'après la façon dont il parle, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une attaque aléatoire. Il a quelque chose de très précis en tête pour Anne. Mais c'est en fait une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il ne lui fera pas de mal, à moins d'y être absolument obligé. Donc, dès qu'il a ouvert la porte, Anne aurait dû lui sauter dessus à corps perdu. Et comme il ne s'attendait pas à une attaque, ça lui aurait donné l'effet de surprise. Dès qu'elle s'est mise debout, Anne aurait pu lui cracher directement dans les yeux comme un lama pour le désorienter, puis se jeter sur lui de tout son poids et lui donner un coup de tête aussi fort que possible en plein dans le nez, en utilisant le sommet de son crâne pour minimiser le risque de s'étourdir elle-même. De là, il ne lui restait plus qu'à courir jusqu'à l'autoroute ou un bâtiment voisin. Je veux dire, il a presque 30 ans de plus qu'elle, et ne ressemble pas vraiment à un sprinter olympique. Alors, enfin, sans vouloir l'offenser, même avec les deux mains attachées dans le dos, son avantage athlétique naturel et une sérieuse montée d'adrénaline auraient dû lui donner l'avantage dont elle avait besoin pour se mettre en sécurité. Maintenant, si elle ne voulait pas risquer de s'échapper avec les deux mains liées, le moment où il est parti pour prendre son appel téléphonique était l'occasion idéale. Si c'était moi, j'aurais essayé de tenir la poignée avec ma main libre en prenant appui sur mes pieds contre le plancher, puis j'aurais utilisé tout mon corps pour tirer la poignée par petits coups puissants, dans l'espoir de casser la tâche ou d'arracher la poignée pour me libérer. Une fois en fuite, elle aurait pu appeler à l'aide et il aurait peut-être même encore été temps de sauver Patrick. Mais même si l'un d'eux seulement survivait, ce serait toujours mieux que de mourir tous les deux. Il roule depuis un certain temps lorsque l'homme lui demande si elle veut manger quelque chose. Il s'arrête dans une station-service déserte au bord de la route. Il sort pour aller acheter un encas, laissant le couple terrifié attaché dans le taxi. Anne commence alors à s'inquiéter de l'état de son petit ami. Alors qu'elle le supplie de se réveiller, il lui révèle qu'il est conscient depuis le début et qu'il prévoit d'attaquer le chauffeur dès qu'il aura retiré ses attaches en plastique. Furieuse, elle lui fait remarquer qu'il est trop blessé pour se battre. Et il semble bien qu'elle ait raison étant donné que plus il se met en colère, plus ses douleurs thoraciques se manifestent. Patrick lui promet qu'il ferait tout pour les protéger, elle et le bébé, et il jure qu'il a changé. Mais c'est à ce moment-là qu'elle lui reproche enfin de l'avoir trompé. Elle lui dit que son amie Jessica l'a surpris avec une autre femme, alors qu'ils étaient censés faire une pause dans leur relation. Mais bien sûr, Patrick insiste sur le fait que cette histoire est fausse. À ce moment-là, Anne remarque qu'une autre voiture s'arrête à la pompe, et elle se rend compte que ce sera sûrement leur seule chance de s'échapper. Son plan est de se mettre à crier dès que le chauffeur ouvrira la porte. Mais alors que la pression recommence à monter, Patrick est soudain pris d'une crise. Elle ne peut rien faire pour l'aider. Et pour aggraver les choses, Yann a bien senti le truc venir. Et il reste là, attendant que la voiture reparte. Lorsqu'il revient,
Anne se rend compte qu'il la regarde fixement et qu'il pouvait en fait voir à travers la vitre grâce à la lumière vive de la station-service. Se moquant d'eux, il dessine un cœur sur la vitre et retourne au volant. Mais c'est à ce moment-là que tout commence à se brouiller. Et la jeune femme s'évanouit brusquement en réalisant qu'il a mis quelque chose dans son verre. Pendant son sommeil, Anne fait un autre cauchemar terrifiant dans lequel le fantôme de la femme apparaît et pose ses mains sur son ventre. À son réveil, elle se retrouve toujours prisonnière dans le même taxi. Et l'homme lui explique qu'il a mis quelque chose dans son verre pour qu'elle perde connaissance. Elle se met immédiatement à pleurer et à supplier qu'on la laisse descendre. Mais ça ne fait qu'énerver davantage Ian, qui menace de les tuer tous les deux si elle n'arrête pas. La seule chose qui semble le préoccuper, c'est de savoir si elle peut encore sentir le bébé. Et quand la jeune femme répond que oui, il lui ordonne de la fermer jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Ok, bon là, c'était vraiment dommage. Anne venait d'avoir une de ses meilleures occasions de demander de l'aide. Mais elle l'a manqué à cause de 2 erreurs cruciales. Tout d'abord, elle n'a pas essayé d'attirer l'attention de l'autre voiture parce qu'elle pensait que les vitres teintées empêchaient toujours de voir à l'intérieur. Mais dans ces conditions très particulières, il pouvait en fait la voir très clairement. Les vitres teintées bloquent ou réfléchissent la lumière ambiante, en particulier celle provenant de l'extérieur. C'est pourquoi elles sont plus efficaces en plein jour. Mais tout change lorsque le contraste augmente. Lorsque la lumière extérieure est plus forte que la lumière intérieure, les vitres teintées agissent comme un miroir. Mais lorsque la lumière intérieure est plus forte que la lumière extérieure, c'est l'inverse qui se produit, créant un effet qui permet de voir à l'intérieur de l'habitacle. Or, comme il faisait très sombre à l'extérieur, les néons de la station-service éclairaient l'intérieur du taxi, ce qui signifie qu'elle était parfaitement visible pendant tout ce temps. Si elle avait commencé à frapper contre la vitre et à demander de l'aide, elle aurait peut-être réussi à attirer l'attention des occupants de l'autre voiture. Et même s'ils n'avaient pas immédiatement compris la situation, ils auraient pu être suffisamment inquiets pour au moins prévenir le caissier ou appeler la police. Sa deuxième erreur a été d'attendre que Yann ouvre la porte pour crier. Le taxi avait peut-être des vitres teintées, mais il n'était pas insonorisé. Il aurait donc été plus judicieux de commencer à crier dès que l'autre conductrice est sortie pour faire le plein. Une personne crie en moyenne à environ 110 décibels, mais la carrosserie de la voiture va en absorber une partie. C'est ce qu'on appelle la perte de transmission, et on peut estimer que les portes et les vitres absorbent environ 30 décibels. Cela dit, il restera tout de même 80 décibels qui parviendront à la femme à la pompe, ce qui est largement suffisant pour qu'elle entende les cris à l'aide. Mais une fois de plus, ils ont attendu qu'il soit trop tard. Et maintenant, il semble qu'ils vont le payer cher. Alors qu'ils approchent de leur destination, ils passent par un carrefour qu'Anne reconnaît comme étant celui de ses rêves. Remarquant cela, Yann comprend qu'elle a déjà vu le fantôme, et c'est alors qu'il lui explique qu'il l'a vu lui aussi. Une nuit, alors qu'il descendait Maple Hill en voiture, il a vu la jeune femme debout sur le bord de la route. Et lorsqu'il s'est garé, elle est apparue à l'arrière de son taxi. L'esprit lui a fait signe de continuer. Alors, l'homme a simplement repris la route. Mais au fur et à mesure qu'il roulait, elle a commencé à lui parler dans sa tête, lui révélant tous les secrets de l'au-delà. Finalement, il a compris qu'elle ne désignait pas la route. Elle désignait la photo de son fils. Et soudain, l'esprit s'est transformé en une vision de sa femme en pleurs qui lui disait des choses horribles. Mais lorsqu'il s'est garé pour que ça s'arrête, il s'est rendu compte qu'elle était déjà partie. Finalement, il quitte la route et s'engage dans le parking d'un hôtel abandonné. Puis, Yann détache sa ceinture de sécurité et invite la jeune femme à sortir. Le chemin pour atteindre le hall détruit de l'hôtel est un peu compliqué. Mais une fois à l'intérieur, il les emmène dans un petit appartement de fortune effrayant où il leur dit qu'ils resteront jusqu'à ce que la prochaine étape de son plan soit prête. Après les avoir installés, il essaie de rappeler sa femme. Mais il commence à se mettre en colère quand il voit qu'elle ne répond pas. De retour auprès d'Anne, il lui dit que le fantôme les attend. Et il commence à lui en dire un peu plus sur la nuit de leur première rencontre. Il raconte qu'il avait eu tellement peur qu'il s'était rendu directement dans un pub pour essayer d'oublier ce souvenir en buvant. Mais qu'à son retour à la maison, sa femme n'avait pas cru un mot de ce qu'il lui avait dit. Elle l'avait accusé de l'avoir trompé. Et le cœur brisé, il n'avait eu d'autre choix que de passer la nuit sur le canapé. Mais peu de temps après, il avait entendu un bruit étrange provenant de l'étage. Quand il était allé voir ce qui se passait, il avait été horrifié de voir le fantôme de la jeune femme debout au-dessus du berceau de son fils. À ce moment-là, il avait compris que l'esprit en avait après son enfant. Il s'avère qu'il a kidnappé Anne ici parce qu'il a l'intention d'offrir son bébé au fantôme à la place. De cette façon, lui et sa famille pourront reprendre une vie paisible.
À ce moment-là, ils entendent un grand bruit de choc provenant de quelque part dans le bâtiment. Et il lui dit de rester où elle est. Yann s'en va alors et les laisse tous les deux pour aller voir ce qui se passe. Ok les gars, Anne a vraiment de la chance que ce type soit aussi cinglé, parce qu'il vient de lui offrir l'occasion rêvée de s'échapper. Il a même eu la gentillesse de laisser son trousseau de clés sur la table. Voici donc exactement ce qu'elle doit faire. D'abord, je prendrai ces foutues clés, parce qu'on va courir vers la porte d'entrée. Mais tous ces cliquetis vont faire beaucoup de bruit. Alors je prendrai aussi une tête d'oreiller, je l'enroulerai autour des clés et je les tiendrai fermement dans une main pour réduire le bruit qu'elles vont faire. Ensuite, elle aura besoin d'une arme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en a laissé plein traîner partout. Inutile de trop réfléchir. Il suffit de prendre quelque chose de simple comme un tournevis, une poêle à frire ou tout autre objet contondant ou tranchant. En gros, tout ce qu'elle peut porter d'une seule main et qui pourrait l'aider à se défendre. Maintenant, il y a beaucoup de clés sur ce trousseau. Il pourrait donc être difficile de trouver celle qui ouvre la porte grillagée. Mais il existe quelques astuces simples qui pourraient l'aider à réduire ses recherches. Par exemple, les clés les plus utilisées sont celles qui présentent les traces d'usure les plus visibles, ce qui les distingue des autres. De plus, les clés de porte et de voiture sont généralement plus épaisses et ont une tête rectangulaire, tandis que les clés plates à tête circulaire sont utilisées pour les boîtes à outils et autres objets de ce genre. Mais Patrick, lui, ne peut ni courir ni se défendre, ce qui le rend complètement inutile, même comme bouclier de viande. Du point de vue de la survie, le mieux pour elle est donc de le laisser derrière elle. Comme nous l'avons déjà dit, si elle parvient à obtenir de l'aide, il y a peut-être encore une petite chance de sauver sa vie. Mais si elle ne s'enfuit pas maintenant, ils sont tous les deux bons pour mourir. Si elle agit rapidement, reste silencieuse et utilise une bonne stratégie pour trouver la bonne clé, elle pourrait bien réussir à s'échapper avant même que Yann ne se rende compte de son absence. Parce que sinon, ça pourrait bien être sa dernière chance. Dès qu'il est parti, Anne se précipite pour voir comment va son petit ami. Mais celui-ci semble à l'article de la mort. Heureusement, l'homme a laissé ses clés derrière lui. Et sans perdre une seconde, elle les attrape sur le comptoir et commence à traîner Patrick vers la porte. Au lieu de la soutenir dans son projet, il se met à lui crier de le laisser ici et de sauver le bébé. Mais c'est alors que la vérité éclate enfin. Il s'avère que sa meilleure amie Jessica ne l'a absolument pas surpris avec une autre femme. Elle était l'autre femme. Et son intuition qui la trompait était juste depuis le début. Réalisant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, Anne le laisse derrière elle et commence à essayer d'ouvrir le portail. Mais il y a tellement de clés qu'elle n'arrive pas à trouver la bonne. C'est alors qu'Yann les rattrape. Et il commence à électriser son petit ami avec le taser, revenant sur sa promesse de laisser l'homme en vie. Dès qu'elle voit ça, Anne se précipite pour essayer de l'arrêter. Mais il la repousse dans un accès de rage, ce qui fait qu'elle se cogne la tête contre le mur. Yann s'excuse et sort un cutter avant de s'accroupir au-dessus du corps de Patrick. Et il lui tranche la gorge sans qu'elle ne puisse rien faire pour l'arrêter. Terrifiée, Anne se précipite dans l'hôtel à la recherche d'un endroit où se cacher. Elle finit par trouver une porte qui mène à l'extérieur. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Yann la rattrape et tente de la ramener à l'intérieur. Désespérée, elle attrape une bouteille et la brise sur sa poitrine avant de se retourner et de courir vers l'hôtel. Mais ça ne suffira pas à le semer très longtemps. Sprintant à travers le bâtiment, elle se faufile dans les couloirs et tire un chariot à bagages sur le chemin avant de se réfugier dans une des chambres ouvertes. Terrifiée, la jeune femme reste là à attendre jusqu'à ce qu'elle soit sûre que Yann soit passé. Mais elle manque de se trahir lorsque les clés tombent de sa main. Heureusement pour elle, l'homme passe sans la remarquer. Et elle parvient à s'enfuir vers le parking, où elle trouve le taxi dont les portes sont encore déverrouillées. Mais il semble qu'elle n'ait pas été assez rapide. Tout à coup, Yann l'attrape par la fenêtre et la tire hors de la voiture. Et il lui administre plusieurs décharges avec son taser dès qu'elle essaie de se défendre. Il sort son cutter et s'apprête à l'achever. Mais Anne crie que le bébé est encore en vie. Et elle le convainc d'arrêter juste avant de s'évanouir à cause de ses blessures. Ok, ça aurait pu mieux se passer. Le plus fou, c'est que malgré toutes ses erreurs, elle était à 2 doigts de réussir à s'échapper. Mais maintenant, il semble que la seule chose qui puisse la sauver, c'est son plot armor. Alors désolée Anne, mais tu as vraiment merdé. Bon, je sais que c'est une situation terrifiante, mais tu dois admettre que Yann n'est pas vraiment un génie du crime.
Dès le début de cette histoire d'enlèvement, il t'a donné au moins 500 occasions de t'échapper. Mais à chaque fois qu'il a fait une gaffe ou commis une erreur, tu as tout gâché et tu as laissé passer ta chance. Bon, la vérité, c'est que tu aurais dû te défendre bien avant d'arriver à l'hôtel. Mais, mieux vaut tard que jamais, pas vrai? La prochaine fois, tu ferais peut-être mieux de laisser derrière toi ce poids mort. Parce que soyons honnêtes, Patrick t'aurait largué à la première seconde si les rôles avaient été inversés. Alors pourquoi perds-tu ton temps à essayer de sauver ses fesses? Et comment cette idée s'est-elle terminée pour toi? Pas très bien, je dirais. D'autant plus que Yann l'a ouvert comme un colis Amazon avant même que tu aies franchi la grille d'entrée. Tu sais que c'est mauvais signe quand le gars te laisse les clés et que tu rates encore ta chance à ce moment-là. Alors, je suppose qu'il ne me reste qu'une chose à dire. Désolée Anne, mais on dirait que tu viens de merde en beauté. Pendant qu'elle est endormie, Anne fait un autre rêve dans lequel il croise le fantôme de la femme au bord de la route. Cette fois-ci, elle se retrouve transportée dans le taxi qui la ramenait de la maternité. Et elle est horrifiée quand elle voit une paire de mains démoniaques s'étirer pour lui attraper le ventre. Elle se réveille à nouveau sur la banquette arrière du taxi et il semble qu'Yann ait passé tout le temps où elle dormait à se plaindre de ses problèmes personnels. Il est toujours traumatisé par la façon dont sa femme l'a traité, affirmant qu'elle n'a jamais apprécié tous les efforts qu'il a fait pour subvenir aux besoins de leur famille, alors que tout ce qu'il voulait, c'était être un bon père. Lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, il a fini par craquer et a commencé à envisager de faire du mal à leur fils pour se venger d'elle et de lui avoir brisé le cœur. Il a essayé de sortir et de conduire pour se calmer. Mais c'est là qu'il a trouvé le fantôme sur le bord de la route et l'esprit a envahi ses pensées. Ce qui a fait que c'était encore plus difficile pour lui de résister à ses pulsions maléfiques. À ce moment-là, Yann dit qu'ils sont arrivés au terminus. Et bien sûr, il voit le fantôme de la femme debout sur la route, juste devant eux. Il leur donne à Anne de sortir, lui enlève ses liens et s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais c'est alors qu'elle lui révèle une chose à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Il s'avère qu'elle a perdu le bébé juste après leur retour de l'hôpital, ce qui signifie qu'elle n'était pas enceinte pendant tout ce temps. Submergée par la frustration, Yann s'effondre et s'enfuit en trombe sur la route sombre, la laissant seule face au fantôme. Furieuse, elle sort du taxi et se précipite vers l'esprit, hurlant après le fantôme pour lui avoir pris son bébé. Mais quand elle arrive à l'endroit où se tenait la femme, la vision a déjà disparu. C'en est trop pour elle. Et atteignant un point de rupture, elle se précipite dans les bois comme dans ses rêves, essayant désespérément de retrouver l'esprit pour récupérer l'enfant. Pendant ce temps, Yann continue d'essayer de s'enfuir, mais il entend tout à coup un bruit derrière lui. Il se retourne et voit le taxi avec le moteur en marche, comme s'il l'appelait à reprendre le volant. À contre-cœur, il remonte à l'intérieur et commence à rouler sur la route sinueuse de campagne. Mais le brouillard est si épais qu'il voit à peine à 2 mètres devant lui. À ce moment-là, il reçoit enfin un appel de sa femme. Mais dès qu'il quitte la route des yeux, Anne surgit soudain des bois et se retrouve juste devant la voiture. Et Yann ne peut s'empêcher de la percuter à pleine vitesse. Bizarrement, quand il sort pour aller vérifier, il ne trouve plus aucune trace de la jeune femme. Mais alors qu'il continue sa route, l'esprit d'Anne apparaît sur la banquette arrière. Et il semble qu'Anne ait remplacé la victime initiale en tant que nouveau fantôme de Maple Hill. Black Cab. Un film intéressant, vous savez, avec un décor, un casting, un scénario intéressant. Je l'ai adoré. Et c'était aussi un grand succès à l'étranger, donc peu importe où vous êtes, vous devez vous secouer les gars et aller voir ce film si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous auriez agi différemment, parce que j'imagine qu'il existe une multitude de scénarios auxquels nous n'avons pas pensé. Cela dit, merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!